Bonjour et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation à nous rassembler en congrès pour débattre des avancées réalisées et de la marche future. Bienvenue aux chercheurs, professionnels de santé, cliniciens et scientifiques. Bienvenue aussi aux donateurs, mécènes, partenaires de la Fondation, toutes les personnes qui sont engagées avec nous à la Fondation de l'Avenir pour la recherche et l'innovation en santé. Cette 14e édition du congrès a été placée sous la forme d'une question audacieuse, presque une antithèse, le patient maître de sa santé. Parce que la personne malade est souvent en attente d'un rendez-vous médical, du diagnostic, d'un traitement qui lui permette de lutter contre les effets de sa maladie. Mais cette personne est aussi souvent sous des injonctions sur l'ensemble de sa santé, que ce soit en alimentation par exemple ou pour sa santé sociale tout au long de sa vie. On sait que, et on le verra, ces injonctions font leurs preuves sur le plan sanitaire, mais on le sait aussi qu'elles n'atteignent pas toujours les premières personnes concernées. Alors c'est notre défi collectif ce matin et plus largement. Plusieurs petits clins d'œil en préparant ce congrès. J'ai entendu à nouveau la campagne de l'assurance maladie. Le médicament... le bon traitement, c'est pas forcément le médicament. Je me suis souvenu aussi de la campagne de la Matmut, qui n'est pas mécène du congrès et de la Fondation par hasard, puisque vous aidez, cher Christophe, les assurés dans les campagnes de prévention routière ou plus récemment sur la santé mentale cette année. Et puis... comme l'Académie de chirurgie est aussi notre partenaire institutionnel et scientifique, je voulais faire un clin d'œil sur le dernier rendez-vous auquel je me suis rendue pour rencontrer la présidente, la professeure Carole Matelin. En me rendant pour la rencontrer, j'ai croisé une passante sous le panneau de la rue de l'école de médecine qui portait sur son vêtement « Love is Medicine ». Et alors, je me demandais si la Fondation n'était pas finalement ce site de rencontre qui met la relation au cœur, la relation au cœur de ses actions, du consentement, évidemment aux droits des malades, à la qualité du système de santé. Et je ne peux pas ouvrir ce congrès sans un clin d'œil aussi à Étienne Cagnard, dont vous savez tous qu'il a été l'un des architectes de la Fondation de l'Avenir, comme de la loi de 2002. Alors, puisque la Fondation relie science et société, faisons référence à notre baromètre recherche médicale pour ouvrir ce congrès. Et souvenons-nous que près de 3 Français sur 4 ont une bonne opinion de la recherche médicale, qu'ils la trouvent transparente et accessible, et que 2 sur 5 y ont déjà participé d'une manière ou d'une autre par le consentement à partager leurs données ou par le temps qu'ils peuvent passer dans des essais cliniques. Et tant mieux, les citoyens souhaitent s'y impliquer davantage pour le progrès, pour se soigner aussi, et pour construire les orientations de cette recherche. Et on peut noter que l'écart entre les médecins, alors c'est un petit peu après sur la projection, l'écart sur l'accord pour que les citoyens s'impliquent dans la recherche tend à se réduire entre la population générale et la population soignante. Et il est à noter aussi que la prévention est devenue une priorité pour les professionnels de santé, quels que soient les métiers. À 60%, c'est une priorité de recherche, alors que les traitements sont devenus une priorité de recherche à 40%.
Ces professionnels expriment une passion intacte pour la recherche, mais ils regrettent aussi une pression accrue sur celle du temps, celle des démarches administratives, des lourdeurs et parfois d'un impératif de productivité qui peut s'opposer à la profondeur scientifique. L'impératif de productivité, il est exigé quand le financement de la recherche, c'est un financement du privé lucratif, qui est évidemment essentiel au progrès et à la souveraineté de la France, mais qui parfois, en se concentrant sur des aires thérapeutiques les plus rentables, en thérapie ciblée par exemple, laisse parfois en retrait des problématiques de santé publique. L'impératif de productivité, on le retrouve aussi aujourd'hui de plus en plus du côté des financements publics, où le temps de compétitivité, où la compétitivité est de plus en plus élevée. Alors c'est là que les organisations philanthropiques jouent toute leur place, tout leur rôle, comme la Fondation de l'Avenir. C'est vrai que nous ne finançons qu'environ 5% des montants attribués à la recherche, mais nous soutenons les travaux à fort potentiel social ou médical. Et c'est pourquoi, alors que les débats parlementaires ont encore cours sur le projet de loi de finances pour l'année prochaine, je veux vous rappeler le communiqué de presse des fondations en recherche en juillet dernier, qui montrait que toute réduction de l'incitation fiscale risquait de diminuer de 25% les fonds que les fondations opératrices et distributives allouent au soutien à la recherche. C'est un partenariat public-privé à travers les fondations qui scelle une confiance collective et une liberté scientifique, parce que le progrès ne se crée pas que dans l'innovation de rupture. Il se crée sur un travail exploratoire, itératif, en partie imprévisible, qui permet l'échec pour pouvoir recommencer et aboutir et sécuriser le succès. C'est l'ADN de la Fondation de l'Avenir que de donner ce temps à la recherche clinique pour maturer, de financer des projets de qualité à potentiel, encore exploratoires, mais loin des effets de mode, qui permet de soutenir des chercheurs à différents moments de leur parcours, des moments charnières, qui sont souvent mal couverts par les financements publics et pas encore détectés par les autres financements privés. Et donc nous nous concentrons sans cesse sur des découvertes qui vont permettre de donner toute la place aux patients. Le programme de la journée a été construit sur des principes de partage, de dialogue et d'inspiration croisée au service de la santé. Alors, merci à nos mécènes qui rendent l'aventure possible depuis 38 ans, et merci à tous les acteurs de la journée, l'ensemble des salariés et des bénévoles de la Fondation, et les intervenants, les chercheurs, les partenaires mutualistes et les membres de la communauté scientifique présente aujourd'hui. Votre implication, votre confiance, votre curiosité nous motivent tous les jours et font vivre la recherche. Alors, donc à toutes et tous, je souhaite un congrès nourri, ouvert et engageant. Merci. Madame la Présidente, chère Marion, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Parler de recherche et d'avenir en cette fin d'année 2025 n'est pas une chose aisée. Cela relève plutôt d'un sport de combat. Quelle posture adopter quand, d'une manière générale, la générosité se fait plus frileuse ? Comment en vouloir à celles et ceux qui sont pétrifiés de ne plus avoir aucune grille de lecture valide pour comprendre le monde d'aujourd'hui ? Comment ne pas se sentir dépassé par les fake news, les conspirationnistes et les ministres de pays soi-disant amis qui considèrent les vaccins comme dangereux. Et puis on voit passer l'intelligence artificielle comme un train en merveille qui enthousiasme autant qu'il inquiète. En 2026, la mutuelle que j'ai l'honneur de présider va fêter ses 80 ans. Et si une chose nous a bien été transmise de génération de militants à une autre, c'est que l'inquiétude n'a jamais été bonne conseillère quand elle consiste à tétaniser toute initiative. Alors que l'action et la mise en commun de savoir sont des méthodes éprouvées par celles et ceux qui font avancer les choses en santé, en protection sociale, en mutualité ou en innovation. Et tout à fait entre nous, bien que la peur n'empêche pas le danger, je suis de ceux qui pensent que nous devons garder la tête froide en toutes circonstances, être une barque calme sur une mer agitée plutôt qu'une barque agitée sur une mer calme.
La question que pose ce 14e congrès est la place du patient et de se demander si le patient est bien maître de sa santé. Je pense qu'on doit envisager cette question à l'aune d'une époque absolument inédite dans notre histoire. Aujourd'hui, on détecte une véritable faille ou fracture, une sorte de naïveté numérique de la part de publics très divers, jeunes ou âgés, éduqués ou non. Il suffit en n'importe qui d'avoir une bonne caméra, une bonne prise de son et quelques connaissances rudimentaires en montage pour asséner des contre-vérités dangereuses. Si les fake news en santé sont partagées 4 fois plus que les contenus des professionnels de santé sur les réseaux sociaux, les professionnels sont jugés 8 fois plus crédibles. Face à la désinformation en santé, nous pouvons et nous devons donc agir, autant en prévention qu'en protection des médecins, comme des chercheurs qui sont la cible de harcèlement intolérable. L'État doit aussi se mobiliser et interdire ces publicités mensongères qui pullulent partout, en faisant croire que les médecins ou les scientifiques cacheraient des remèdes miracles pour s'enrichir avec des médicaments coûteux. Ces publicités sont visibles sur nos médias en ligne, sur des forums anodins de recettes de cuisine, sur tous les sites du quotidien. Et elles sont les portes d'entrée du conspirationnisme le plus idiot et le plus crasse. Non, le gingembre n'a jamais été le remède absolu au diabète, et la fève tonka n'a jamais été la panacée pour la gueule de bois. Dans mon Aveyron natal, tout le monde sait que c'est la soupe à l'oignon. Plus sérieusement, je pense que nous devons aussi nous pencher sur ce que ce besoin de remède nous dit. Un besoin de transparence, c'est vrai, mais avant tout un besoin de soulagement. Nous ne devons pas sous-estimer la forte atteinte à notre santé mentale que provoquent nos environnements stressants, à l'actualité qui l'est plus encore. Plus notre charge mentale est forte, plus on est poreux à des marchands de réassurance et à des solutions magiques sous la forme de remèdes infantilisants. Mais rien n'est magique. Tout est travail, recherche, fatigue, doute, espoir, combat, résolution ou solution. Certains nous opposent l'argument que la recherche est dangereuse, opaque et prométhéenne. Dans la mythologie, Prométhée avait un frère, Épiméthée. Étymologiquement, Épiméthée veut dire celui qui pense après coup. Un être divin, aussi stupide que son frère était intelligent. Prométhée, lui, au service des hommes avec un grand H, pensait avant d'agir. Il nous a donné de quoi éclairer notre lanterne, un besoin permanent pour qui veut être acteur de sa santé. Alors oui, la recherche est prométhéenne, elle allume à la fois le feu de l'espoir et se nourrit des braises d'anciens temps où, génération après génération, on a pensé le monde meilleur. Il ne peut y avoir de recherche sans quelqu'un pour entretenir le foyer de la science, de la recherche du savoir et de la vérité, sans attiser le feu intérieur de celles et ceux qui dédient leur existence à trouver ce qui soignera les autres. Cher Marion, ton équipe et toi œuvrez à entretenir ce foyer avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'efficacité. Chères intervenantes, chers intervenants, je vous remercie très chaleureusement pour votre présence et votre engagement à participer à ce congrès qui saura être un phare de connaissances et de savoir, sans vous mettre trop la pression. Et en tant que président du conseil de surveillance de la Fondation et au nom de ses membres, je suis très heureux et très honoré de vous souhaiter un excellent congrès. Je vous remercie.